Bonsoir à tous. Donc on va commencer ce soir. Donc on a le plaisir d'accueillir Marina Gruet, donc, qui est une jeune docteure en intelligence artificielle appliquée à la météorologie spatiale. C'est ça. Merci à toi d'être ici. Et merci à vous pour l'invitation. Je m'excuse à l'avance parce que je parle pas très fort. Ça va au fond, vous m'entendez ou pas? Si jamais ça baisse, vous me faites des signes du genre monte, s'il te plaît. Hein. Donc effectivement, je suis là ce soir pour parler d'un sujet qui me plaît énormément, l'IA appliquée au spatial. Et avant de commencer à parler de ça, ce qui m'intéresse, c'est qui est là ce soir au final. Alors je précise que mes slides sont en anglais parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas trop francophones. Du coup, mes slides sont en anglais au cas où pour vous rapprocher. Et donc quand je parle de mon sujet, de ce que je fais depuis 3 ans maintenant, j'ai différents types de réactions que j'ai appris à classer. Vous allez voir que les data scientists adorent classer les choses. La première catégorie, c'est ceux qui trouvent que l'IA, c'est super cool. C'est trop bien. Vous avez vu ça sur Facebook, vous avez dit « Oh, faut trop que j'y aille, ça va être super la soirée de l'année et tout. » Tant mieux pour moi. Deuxième catégorie que j'aime beaucoup, ceux qui en ont marre, en fait. Ceux qui se disent « Mais en fait, l'IA, ça sert à quoi ?» Et je vous en veux tellement pas parce qu'en fait, l'IA, on la voit absolument partout. On s'en sert pour faire à manger, on s'en sert pour achever une symphonie inachevée, celle de Schubert en l'occurrence. On s'en sert aussi, donc on a parlé un petit peu, vous connaissez sûrement Minority Report, pour pouvoir anticiper des crimes. Alors du coup, la police britannique prétend avoir mis en place une IA capable de prédire des crimes. Bien sûr, ça c'est l'article qui sort toutes les semaines. Vous pouvez regarder, chaque semaine il y a un article sur comment réguler l'IA, peu importe la zone dans notre monde. Aussi, les robots vont voler notre travail, ça c'est évident, les robots ils sont là, ils vont tous nous voler, on va finir sans rien. Et l'article qui revient très fréquemment et que j'adore, vous mettez les mots IA, Chine, vous mettez le mot terrifié, et bien sûr pour être bien crédible vous mettez expert, et là vous avez l'article que tout le monde va aller voir. Ça il ressort tout le temps. Et donc je comprends en fait quand j'ai des personnes qui me disent moi j'en ai marre de l'IA, on en fait partout, on dirait que si on ne sait pas faire un truc, ben on va faire de l'IA en fait tout simplement. Donc j'ai peut-être des amis qui viennent me voir et qui me disent moi par exemple j'ai un problème, tu n'aurais pas un petit algo comme ça à me donner pour que ça tourne? Des fois non, ça sert à rien, c'est un peu comme faire avancer un vélo avec un énorme réacteur de fusée, c'est trop. Ça marchera mais c'est peut-être beaucoup trop. Donc je comprends ceux qui en ont marre et justement moi je suis là pour discuter avec eux et leur rappeler qu'en fait ce que je fais c'est utile, ça a un intérêt. Et il y a ceux qui en ont peur. Alors, pas peur dans le sens dès qu'on parle d'IA, ils vont se réfugier sous un bureau et on ne les voit plus. C'est ceux qui en ont peur parce qu'on vous montre ce genre de personne. Alors, je ne sais pas si aura le son. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle. Ah, alors, ça n'a pas trop marché, je vais lancer comme ça. Je vous laisse écouter ce qu'elle dit. Donc, ça, c'est juste. C'est ce qu'on vous montre. On vous dit concrètement, donc ça elle s'appelle Sophia. Elle a été créée, donc elle vient de Corée. Elle a même obtenu la nationalité de son pays et elle a même fait un petit date avec Will Smith il n'y a pas très longtemps. Vous savez qu'il adore les robots, c'est son truc. Donc on vous montre ça, on vous montre des robots qui disent ok, on va détruire l'humanité. Bon, pas très bien. Alors je vais vous rassurer, normalement vous sortirez d'ici en vous disant c'est bon, on est tranquille, on a encore quelques années devant nous, tout va bien. J'ai ces différentes personnes. Et parmi toutes ces personnes, souvent on va me dire ok mais en fait quand est-ce que tu fais de l'IA? C'est quoi le métier de l'IA? Si je veux en faire, qu'est-ce que je fais comme métier? Le métier c'est le métier de la data science. Donc je vais en parler parce qu'effectivement c'est ce qui va permettre de faire de l'IA concrètement. Après je parlerai bien sûr de l'IA, c'est une technique qui n'est pas si récente, on en parle beaucoup maintenant mais ça a quelques dizaines d'années. Les réseaux de neurones, une méthode qui appartient à l'IA, qui est largement utilisée, en tout cas on en parle beaucoup, donc on verra ce que c'est, en quoi ça consiste. Et enfin on finira sur une application, parce que le mieux pour vous c'est quand même de voir concrètement, quand je suis face à un problème, comment je fais si je veux faire de l'IA, quelles sont les différentes étapes à mettre en place. Donc vous mettre un petit peu dans ma tête quand j'étais face à ma problématique de thèse. Donc la data science, c'est assez récent, c'est différentes personnes qui l'ont mise en place, deux principalement. Donc on a DJ Patil qui est à gauche et Jet Hammerbacher qui est à droite. Donc eux, ils ont un peu défini leur métier. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas dire qu'on fait analyste, parce que c'est un peu trop Wall Street. On ne peut pas dire qu'on est statisticien, parce que les économistes, ils n'aiment pas ça. Et il ne faut surtout pas dire qu'on fait de la recherche, parce que c'est beaucoup trop académique. Il faut savoir que la data science, on en trouve dans la recherche publique, mais il y en a aussi énormément dans le privé. C'est avant tout là que ça va s'appliquer. Donc par définition, un data scientist, c'est quelqu'un qui est meilleur en statistique que n'importe quel ingénieur de programmation, et meilleur en programmation que n'importe quel statisticien.
Alors si on résume très simplement ce que je viens de dire, il faut avoir 3 bagages quand on veut faire ça. Un bagage de mathématicien, un bagage de programmeur et un bagage qui sera spécifique au domaine dans lequel vous appliquez la data science. Donc moi je parle de physique parce que c'est le domaine dans lequel je l'applique, mais ça peut s'appliquer à absolument tous les domaines. Ça peut être la chimie, la biologie, mais aussi les réseaux sociaux par exemple. Alors ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on a commencé en 70 avec quelques kilooctets de données, donc on avait un tout petit peu de données. Et à cette époque-là, on s'est dit, on va faire les premiers outils qui vont permettre d'explorer ce qu'il y a dans ces données-là. Juste comme ça, pour voir ce qui se passe. Donc on faisait de l'EDA, c'est de l'analyse de données exploratoires. Bon, c'était pas foufou, mais c'était une première analyse. En 80, on avait des mégaoctets de données, et on commençait à faire des réseaux de neurones qui étaient plutôt opérationnels. Donc ils ont commencé à mélanger données, réseaux de neurones. Petit à petit, ça s'est mis en place. En 90, on s'est rendu compte qu'au-delà de voir ce qu'il y avait dans ces données, on pouvait faire de vraies découvertes. Vraiment voir ce qui se passait dans ces données-là, connaître des choses. Ensuite, des téraoctets de données. Donc là, c'est lié au fait qu'on a eu de nouvelles technologies qui sont apparues. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne connais pas forcément ces technologies. Donc j'évite de parler de ce que je ne connais pas. Et enfin, on arrive aujourd'hui, des pétaoctets de données en 2010. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes un gros tas de données. Tout ce que nous faisons est un tas de données. Bien sûr, tout le monde sait ce que nous faisons, où nous allons, ce que nous écoutons comme musique, où nous mangeons, qui nous fréquentons. Tout est dataifié. En anglais, on dit dataficated. Et donc, bien sûr, ça intéresse tout le monde, notamment les industriels. Les données sont stockées dans des clouds. On ne sait pas trop où il est, mais il est quelque part par là. Et on va grouper les machines pour faire des gros clusters qui ne vont pas faire des calculs. Et il y a un nouveau terme qui est apparu depuis peu. C'est le terme optimisation. Pour vous dire, par exemple, on verra après, moi je fais des prévisions d'indices magnétiques. Pour faire une prévision à 1 heure, au début je mettais 5-6 heures. C'est un peu problématique parce que c'était un petit peu trop tard. Donc il y a un chapitre complet dans ma thèse sur l'optimisation de prédiction. Et c'est excessivement important vu la quantité de données qu'on a actuellement. Pour vous montrer à quel point tout ce que nous faisons est dataifié, je vais vous montrer le travail d'un monsieur que je trouve absolument génial, qui s'appelle Kirill Benzi. Je suis contente parce qu'en fait, il m'a dit la semaine dernière, ok, tu peux montrer ce que j'ai fait, tu as le droit d'en parler un petit peu, mais n'hésitez pas à aller voir son site et surtout à aller voir sa vidéo. Il a fait un TED Talk, donc c'est une conférence qui est grand public sur l'art des données, et je trouve son travail absolument magnifique. En fait, je me promenais à Cordes-sur-Ciel, bon, on s'en fiche, mais bon, l'été dernier, et il y avait une exposition de ce monsieur, complètement random, et voici ce qu'il fait en fait. Par exemple, ça c'est son œuvre qui s'appelle L'idole des jeunes. Au centre, en fait, on a l'idole des jeunes, forcément, Johnny Hallyday. Bon, les jeunes d'il y a longtemps, mais les jeunes quand même. Et en fait, ce qu'on peut voir sur les différents ronds, ce sont des artistes. Donc on va voir Gérald de Palma, Jean-Jacques Goldman, les différentes personnes qui ont collaboré avec Johnny Hallyday, qui lui ont créé des chansons, et tous les liens représentent les connexions entre ces artistes. Alors vraiment, allez voir sur son site parce qu'il met des versions interactives de ces tableaux, et c'est bien mieux décrit que ce que je suis en train de faire maintenant. Et quand on colorise et qu'on met en évidence tout ça, ça donne ça. Bon, moi je trouve ça beau, après la beauté c'est subjectif, mais oui que c'est quand même pas mal. Autre œuvre que j'aime beaucoup, elle s'appelle Le savoir secret. Chaque rond en fait va représenter une recherche Wikipédia sur un thème qui a eu beaucoup de visites. Les différentes connexions vont représenter en fait le fait que chaque recherche va être connectée à d'autres recherches. Donc on a des pages qui vont les relier à celle-ci. Si jamais c'est pas clair, allez voir son site, ce sera beaucoup plus clair. Je l'aime beaucoup. Dernière œuvre, donc ça c'est pour ceux qui comme moi aiment le spatial mais surtout dans la musique, elle s'appelle Jamming, elle représente l'ensemble des artistes et des groupes qui ont été au festival de Montreux, donc c'est un festival de jazz. Vous avez au centre les artistes et sur les bords vous avez leur groupe. Et toutes les connexions qu'on voit, c'est les différents artistes qui sont allés jouer dans différents groupes. Celui qui a le record, vous connaissez peut-être, c'est Herbie Hancock, donc c'est un grand jazzman. Donc tout ce que nous faisons est dataifié depuis nos recherches Wikipédia, la musique que nous pouvons écouter, etc. Et donc bien sûr, ce soir, on est censé parler de spatial, donc vous verrez qu'effectivement, du microscopique au macroscopique, tout est dataifié. Là, on a un exercice qu'on va faire ensemble. On vous a passé un stylo et une feuille au tout début, je crois, normalement. Pour faire cet exercice, je vous demande de surtout pas regarder sur le voisin. Ça doit durer 30 secondes maximum. Si vous n'avez pas de stylo, vous le passez à votre voisin. Et vous ne copiez pas surtout. Si vous demandez un truc hyper compliqué, vous me dessinez une chaussure. La première chose qui vient à l'esprit, vous réfléchissez pas. Dessinez une chaussure tout simplement.
J'attends pas une œuvre d'art, hein, je vous rassure. Dans 10 secondes, on lève les stylos, on voit ce que vous avez fait. Donc maintenant, je vais vous demander en fait de lever votre feuille et de me montrer ce que vous avez fait. Ça va? Bon, c'est magnifique ce que vous faites. Et c'est exactement ce que je voulais, je vous remercie. Parce qu'en fait, il y a une étude qui a été faite par Google il n'y a pas très longtemps qui montre que si on demande à des gens de dessiner des chaussures, ils vont très souvent dessiner une basket. Donc voilà, je suis désolée, hein. Là vous dites tous, oh mince, c'est pas original. J'ai vu une tongue, en même temps t'en portes, au mois de février. C'est pour ça que Toulouse c'est génial, on peut porter des tongs au mois de février. Donc ce qu'il a montré, c'est que souvent on dessine des chaussures de ville, quelquefois des talons aiguilles et très peu de fois des chaussures de ville. Et donc ça veut dire que notre modèle, donc on verra un petit peu après ce que c'est, va être excessivement bien entraîné pour reconnaître des baskets. Ça, c'est un nom, ça s'appelle le biais humain. Attendez, je vais la faire taire 12 secondes. Elle parle plus fort que moi. Là, on est bon. Donc c'est ce qu'on appelle le biais humain. Le biais humain, c'est quelque chose qui va influencer le développement de la technologie. En l'occurrence, on a vu que si je devais entraîner mon algorithme avec votre base de données, j'aurais beaucoup de baskets. Une tongue. J'ai pas vu de talon aiguille ce soir. Non, j'en ai pas vu peut-être. Ou alors c'était pas très bien décidé. Désolée. Mais ça veut dire que concrètement, je vais surentraîner mon réseau, enfin mon modèle, pour reconnaître des baskets. Et donc c'est ce qu'on appelle le biais d'interaction, c'est la façon dont l'utilisateur va interagir avec la machine. Un autre biais que j'aime beaucoup, c'est le biais de latence. J'en ai parlé il y a une semaine parce que c'était journée des femmes et des filles de sciences il y a une semaine. Décidément. Hop. On est bon. C'est le biais en fait qui est lié à nos attitudes et à nos stéréotypes. C'est-à-dire que si on demande à des gens de donner des noms de scientifiques, forcément il y aura beaucoup d'hommes et peut-être une femme qui va ressortir de temps en temps, Marie Curie. On ne peut pas vous en vouloir. Parce que depuis toujours, on vous parle de Newton, Lagrange, etc. qui sont des hommes. Il y a des femmes aussi, mais on en parle moins. Donc c'est le biais de latence. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il existe beaucoup de biais, en fait, quand on fait des calculs. Il faut faire excessivement attention. Donc ça, il faut le garder en tête. Quand on fait de l'IA, la donnée, ça va être la base. Donc ça, c'est un schéma qui n'est pas très fun. Mais en gros, on a d'un côté la data science, de l'autre côté l'IA, et au milieu, la donnée. En fait, on va faire de la data science, on va faire des algorithmes grâce à l'IA, et grâce à l'IA, on va extraire de la connaissance des données. Vous voyez un petit peu le schéma? On va revenir dessus, hein, je vous rassure. L'idée, c'est de se dire que la donnée, c'est ce qui est au cœur. Il faut faire attention à sa donnée. Si mon étude de chaussures, je l'avais faite dans un pays où il fait très froid, j'aurais beaucoup de moon boots, j'aurais sûrement pas eu de tongs, en l'occurrence. Des baskets, c'est pas sûr. Et mon étude, je l'ai faite dans une université où forcément, on met souvent des baskets, et c'est normal. Donc maintenant on va passer à l'IA, une technique qui est pas si récente que ça. Alors déjà l'IA, souvent ça intrigue parce qu'on met côte à côte deux mots qui n'ont rien à voir. Artificiel c'est quelque chose qu'on crée, vous êtes d'accord? Et l'intelligence c'est censé être complètement humain, c'est propre, c'est naturel, c'est propre à nous-mêmes. Et on met ces deux mots côte à côte et on dit ça au quotidien, l'air de rien, ça semble pas choquer et pourtant moi je trouve que l'expression choque. C'est deux mots qui n'ont rien à voir. Et en plus de tout ça, on vous balance tous ces mots-là. Donc, on a de l'apprentissage profond, des processus gaussiens, l'apprentissage machine, des réseaux de neurones. On vous balance tous ces mots et souvent on les utilise très mal. Il faut être honnête, les termes utilisés quand on parle d'IA, c'est souvent mal utilisé. Donc avant de continuer, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc l'IA par définition, c'est toutes les théories et les techniques qui sont implémentées pour permettre aux machines de simuler une intelligence. Ça, c'est la définition de base de l'IA.
souvent on fait appel à la neurobiologie computationnelle. On va revenir dessus, c'est juste pour placer le mot correctement. Du coup, on fait de l'apprentissage machine. L'apprentissage machine, c'est l'ensemble des techniques qui vont être mises en œuvre, tous les algorithmes et les théorèmes qui existent, pour justement mettre en place ce processus systématique. Et en l'occurrence, on va utiliser différentes techniques comme les réseaux de neurones, l'apprentissage profond, les processus gaussiens, la vision par ordinateur. Donc souvent, on a un peu tendance à réduire l'IA au réseau de neurones, mais en fait, c'est un tout petit bout de tout ce qui existe en intelligence artificielle. Donc, derrière la donnée, qu'est-ce qui se cache? Il se cache l'apprentissage machine. En fait, c'est grâce aux données qu'on va pouvoir entraîner les algorithmes et faire de la data science. Donc sans données, pas d'IA et pas de data science. Donc faire excessivement attention à ça. Et d'où ça vient? Alors il y a un amphi qui est 2 amphis plus loin qui s'appelle Turing. Vous y allez peut-être, et en fait c'est quand même un grand monsieur, je ne sais pas si vous le connaissez. Je vais repasser ce bouquin. Vous me le rendez à la fin, s'il vous plaît, on a failli me le piquer une fois. Donc c'est un bouquin qui explique très bien ce que Alan Turing a fait comme travail. J'ai mis un post-it pour la partie intéressante parce qu'avant, je vous laisse regarder, ça va vous donner la nausée. C'est que des formules mathématiques sur sa machine. Et donc Alan Turing, quand il était encore étudiant, donc en thèse, il a commencé fort en se disant je vais répondre à la problématique d'un monsieur qui s'appelle David Hilbert. Vous connaissez sûrement les ensembles de Hilbert, ceux qui ont fait des maths. Il a voulu répondre à une problématique que je ne lirai pas en allemand parce que j'y arrive jamais, au bout de 4 conférences, j'y arrive toujours pas. Mais en français, c'est le problème de décidabilité. D'accord? C'est beaucoup plus simple. En gros, est-ce qu'on a d'algorithmes suffisamment complexes pour répondre à n'importe quel type de problématique? Et c'est pour ça qu'il a développé la machine de Turing, que vous connaissez sûrement grâce au film Imitation Game. Voilà. Et vous connaissez forcément. Et mine de rien, c'est quand même la base de tous les systèmes de programmation qu'on a actuellement. Ça a été le premier ordinateur universel programmable. Donc il a fait ça durant sa thèse, j'en ai pas fait autant, je ne peux pas prétendre ça. Et donc lui s'est dit, ok, maintenant que j'ai fait une machine, je vais peut-être faire un test avec cette machine. Est-ce qu'elle est capable de simuler une intelligence? Et donc plus particulièrement, sa capacité à établir une conversation avec un être humain. Ça c'est un article que vous pouvez trouver sur Google Scholar, qui vient de la revue Mind. J'aime beaucoup cet article parce qu'en fait, si on regarde la deuxième phrase, on voit peut-être pas très bien de votre place, mais il dit, est-ce qu'une machine peut penser? D'abord, c'est la définition de ce qu'est une machine et de ce qu'est le fait de penser. On n'a pas tous la même définition du mot penser, il faut faire attention à ça. Et donc du coup, ça met en place beaucoup d'hypothèses qui vont à l'encontre de Alan Turing. Mais son test, très simplement, si on doit le résumer, on met dans une pièce A un ordinateur, dans une pièce B un monsieur, un grand scientifique que vous reconnaissez peut-être, et en pièce C un scientifique que vous reconnaissez sûrement encore plus. Donc en C, on a effectivement Stephen Hawking, en B, on a Roger Penrose, ils ont beaucoup discuté ensemble sur les singularités à l'origine de l'univers. Et donc, imaginons que Stephen Hawking engage une conversation et il ne saura pas si la réponse vient de la pièce A de l'ordinateur ou de la pièce B où il y a son collègue. Donc, on fait ce test-là. Ce que le test de Turing a montré, c'est que 9 fois sur 10, on n'est pas capable de savoir d'où vient la réponse. Alors, ce test n'a jamais été fait par Stephen Hawking, ou je ne sais pas, c'est juste pour illustrer, rendre hommage à ce monsieur qui est parti il y a bientôt 1 an. Grand hommage, grand homme. Et donc forcément, comme je disais, le test de Turing, ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'une machine est vraiment capable de penser? En fait, la question qu'on se pose, c'est au-delà du fait de penser, est-ce qu'on peut simuler une conscience? Parce que souvent, on se dit, ok, le fait de penser, c'est une chose, mais il y a cette notion-là qui vient, et il y a un de ces grands détracteurs, qui s'appelle John Searle. C'est quelqu'un qui a dit, la théorie, elle est à reprendre, parce qu'il y a des parties qui ne vont pas, notamment la notion de conscience. Alors, pour montrer ce qu'on est capable de faire en termes de conscience avec de l'IA, si je vous montre cette phrase, Jean est sorti de l'appartement, il a pris ses clés. Les algos ne sont pas capables de dire si le « il » c'est Jean ou l'appartement. Notre conscience sait que, effectivement, c'est bien Jean qui a pris ses clés, c'est pas l'appartement qui a pris ses clés et qui est parti. Ça semble évident pour nous, mais pour l'ordinateur, ça ne l'est pas, grâce à la conscience. Autre élément pour vous montrer que la conscience est quelque chose sur lequel on travaille mais qu'on ne maîtrise pas du tout. Vous pouvez aller sur ce site, bon pas forcément maintenant, mais c'est un site sur lequel on essaie d'entraîner des voitures autonomes, donc complètement basées sur l'IA. Et donc ce qu'on ne sait pas, c'est comment on les fait réagir s'il y a un problème. En gros, je suis face à un obstacle, est-ce que je fais le choix de prendre le mur, donc c'est moi qui meurs, ou de prendre les personnes et c'est elles qui meurent? Alors ce qui est plus intéressant surtout, c'est qu'en fonction des pays, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Il y en a qui veulent survivre et d'autres pas du tout. Donc c'est assez incroyable de se dire qu'on est dans une ère où pour entraîner des machines, pour faire de l'IA,
vous fait des statistiques comme ça. C'est quand même des cas qui sont quand même assez particuliers, c'est très sérieux, mais c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Donc il y a des gens qui travaillent sur ça, sur le fait de mettre en place une conscience dans une machine, mais comme vous le savez, la conscience est propre à chacun, donc c'est extrêmement complexe à développer et à mettre en place. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait l'IA, on va aller voir comment on fait des réseaux de neurones, donc un des éléments de l'apprentissage machine pour faire de l'IA. Alors les réseaux de neurones, ça date de 1943, ça peut vous surprendre, mais c'est pas du tout récent. Il y a 2 scientifiques qui ont écrit un article qui est excessivement intéressant à lire, dans lequel ils ont posé les bases de ce qu'est un réseau de neurones. Un neurone, par définition, c'est une cellule qui va recevoir des informations entrantes, réfléchir et fournir une information de sortie. Donc si je schématise très simplement leur article, on a les capacités de calcul d'une machine, les capacités de réflexion et d'apprentissage d'un être humain, on combine les deux et ça fait un ordinateur qui est capable de réfléchir. Ça c'est vraiment très simplifié. Mais pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir à la biologie en fait, ce qu'est un neurone. Un neurone, donc on disait, c'est quelque chose qui reçoit une information entrante. D'un point de vue biologique, c'est ce qu'on appelle une dendrite. C'est un cœur qui va recevoir l'information et l'interpréter. Ensuite, on a des axones qui vont être la sortie du neurone. Et comme en général, on n'a pas qu'un seul neurone, on en a plusieurs, on va les connecter avec des synapses. Ça, c'est la partie biologie. Maintenant, on va faire des maths. Alors, pour mettre des fonctions mathématiques là-dessus, l'information entrante, donc la dendrite, c'est l'information X. Il y a quelque chose qui est fondamental quand on fait de l'IA, des réseaux de neurones en l'occurrence, et que vous connaissez sûrement tous. Pour vous illustrer ça, actuellement, vous avez différentes informations qui vous arrivent, ce que je suis en train de dire, l'heure qu'il est, le fait que vous avez peut-être faim ou que vous voulez sortir, je ne sais pas, différentes informations qui vous viennent. Il y en a une qui est plus importante que l'autre, et c'est le poids qui dit ça. Et donc nous, du coup, quand on va programmer des réseaux de neurones, on va devoir programmer des poids associés à chaque information entrante. Le poids est fondamental pour définir le réseau de neurones. Donc toutes ces informations entrantes pondérées vont arriver dans un neurone, il va tous les récupérer et il va les traiter. Pour les traiter, on va utiliser une fonction d'activation. Alors ça, c'est la partie la plus moche que je montre. On va se limiter à ça niveau maths, parce que j'ai pas envie de vous perdre. Et encore, on ne fera pas des maths. Pour illustrer ça très simplement, ce que je vais vous dire, c'est imaginons que vous êtes quelqu'un de complètement binaire comme une fonction signe. Vous adorez l'IA de base, vous partirez en vous disant « c'était absolument génial comme soirée, j'ai adoré ». En revanche, vous êtes plutôt modéré comme une tangente hyperbolique, vous direz « ouais, c'était sympa, c'était cool ». Donc en fait, en fonction de l'information entrante et de comment vous la traitez, vous n'avez pas la même sortie. Moi, je peux encore appliquer ça au fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'IA, qui vont sortir en se disant « c'était un désastre et définitivement, je ne veux plus en entendre parler ». Je pourrais faire ça à l'infini, on va s'arrêter là. Et la sortie, c'est juste l'information entrante pondérée qui a été traitée par la fonction d'activation. Et c'est maintenant qu'on commence à s'amuser, on va faire les connexions entre les neurones. Là, on n'a fait qu'un seul neurone. Pour illustrer ça, en fait, très simplement, on va faire des couches. Alors moi, en programmation, j'utilise quelque chose qui s'appelle lasagne en Python. Vraiment faire des couches de neurones. Donc la première couche devant moi, de neurones, chacun vous êtes un neurone, vous êtes l'information entrante, la couche entrante. Et chaque couche qui va être derrière, jusqu'à la sortie, vous allez être les couches cachées de calcul. Donc ce qui va se passer, c'est que la couche entrante va récupérer des informations, va les traiter, les transmettre à la couche de derrière, qui va faire tous les calculs complexes, les différentes connexions non linéaires. Et on arrivera à la couche de sortie, donc celle qui sera tout au fond. Et on aura l'information de sortie. Là, on vient juste de créer le modèle le plus simple qui soit, le perceptron multicouche de réseau de neurones. Et donc chaque élément que vous voyez correspond aux neurones qu'on a vus juste avant. Ça va? Cool. Maintenant, on ne va pas laisser le réseau de neurones comme ça. Une fois qu'on l'a fait, il faut l'entraîner. Alors là, pareil, j'aurai beaucoup d'équations à vous montrer, mais j'aime pas les équations quand j'en parle avec des gens. Donc on va plutôt faire un jeu. Vous connaissez tous le jeu du qui est normalement? Ça va? Est-ce qu'il y en a un qui est partant pour jouer avec moi au qui est ou je prends quelqu'un au hasard? Vous ne lancez pas tous? Oui, super. Donc, j'ai quelqu'un en tête. Promis, je triche pas. Et tu vas essayer de le deviner. Ça marche? Vas-y. C'est bon? Tu peux y aller. Je ne vois pas les prénoms, mais c'est tout en haut, à droite, c'est le deuxième en haut. Alors, plus je vais te guider, tu peux me dire est-ce que c'est un homme ou une femme? Non,
n'y a pas de problème. Et on se moque pas, personne n'a levé la main ici, hein, je tiens à le dire. Du coup, est-ce que c'est un homme ou une femme? Alors, c'est un homme. Après, tu peux me demander sa couleur de cheveux, s'il a des lunettes. Il a quelle couleur de cheveux? Alors, il faut que tu me demandes une couleur de cheveux, en fait. Il est brun. A-t-il de la barbe? Non, A-t-il une moustache? non, A-t-il une coupe en V comme ça? non. N'hésitez pas à l'aider. Brun marron? Brun marron. Quelle nuance. On l'a foncé. On est sur du brun marron. Et il a les cheveux clairs? Ouais. Ouais, c'est Robert, effectivement. Donc, c'est Robert. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? J'ai voulu vous faire deviner quelqu'un. Robert, on va l'appeler le Y. En mathématiques, pour le faire deviner, on l'appelle souvent le Y. Et pour faire deviner ce Y, il y a eu plein de X. Merci encore d'ailleurs, je te remercie, c'est cool. Donc plein de X. La couleur, si c'est un homme ou une femme, s'il y a des lunettes, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est posé des questions. Et petit à petit, on a itéré pour éliminer toutes les personnes qu'on aurait pu estimer. Donc les estimés en maths, c'est des Y chapeaux. Et on a été bon quand on s'est dit, ok, le Y vaut mon Y chapeau. Donc mon Y réel correspond à mon Y estimé. Donc là, on a fait de l'entraînement, mine de rien, ensemble. Et c'est exactement ce qu'on fait avec les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, on va leur fournir une grosse base de données. Et dans cette base, on saura que pour les données entrantes X, on doit avoir telle sortie Y. Donc on sait que pour l'ensemble des paramètres de type cheveux, lunettes, etc., on va avoir telle personne, Robert ou autre, en l'occurrence. Et donc pour faire ça, pour entraîner, on va prendre la base de données et on va la séparer en 70% pour faire de l'entraînement. L'entraînement, ça va être pour fixer les paramètres du réseau de neurones. Ça peut être les biais, les poids, le nombre de neurones, le nombre de couches cachées, tous les paramètres du réseau de neurones. 20% pour tester et 10% pour vraiment le pousser à bout, voir qu'il est vraiment robuste et fournit de bonnes prédictions ou autres. Le premier exemple, pour voir un petit peu concrètement, on a fait beaucoup de théorie, maintenant concrètement, qu'est-ce qui se passe? En 65, on a commencé à utiliser ça. C'est les services postaux américains qui l'ont utilisé pour pouvoir reconnaître et classer le courrier. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient une machine qui scannait l'adresse et le nom pour la convertir en code barre. C'est bien plus facile en fait de classer des codes barres que des noms écrits à la main. Mais qu'est-ce qui vient faire le réseau de neurones là-dedans? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on peut entraîner un réseau de neurones à reconnaître des chiffres et des lettres. Vous pouvez le faire vous-même, d'ailleurs, si un jour vous mettez un réseau de neurones en Python, on peut faire ça, entraîner avec cette base de données qui est disponible gratuitement. Et donc ce qui va se passer si on met la vidéo, c'est que chaque couche cachée, donc les différentes couches cachées que vous êtes, vont décomposer l'image pixel par pixel pour pouvoir à terme reconnaître chaque élément qui vont définir le chiffre 1, 2, 3 et plus. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les réseaux de neurones? Et non, ce n'est pas une baguette magique pour ceux qui me disent en gros, je sais pas quoi faire, tu fais des réseaux de neurones. On peut faire des choses avec les réseaux de neurones, on peut globalement faire ce que notre cerveau est capable de faire. Je m'explique. J'ai un animal de compagnie et si je vous dis qu'il a 4 pattes, potentiellement vous allez dire que c'est un chat, un chien ou un furet. Et si je vous dis qu'il miaule, en théorie, vous devriez éliminer le chien et le... Je ne sais pas ce que fait le furet, une furette. Normalement, vous gardez le chat. Et si vous aimez beaucoup les chats, peut-être c'est le cas, vous allez encore plus pousser lui, me dire attends, est-ce qu'il a beaucoup de poils, est-ce qu'il est bizarre comme un sphinx, est-ce qu'il est tout mignon comme un ragdoll. Donc dans votre tête, ce que vous faites depuis que vous êtes tout petit, c'est mettre des caractéristiques aux choses pour les classer. Autre exemple que je donne, là actuellement vous me classez, sans le savoir. Elle est plutôt grande, elle a telle corpulence, elle parle comme ci, elle a les yeux marrons et tout. Et donc demain, si vous croisez une fille qui me ressemble, vous direz ah c'est peut-être Marina. C'est peut-être pas moi, hein. Mais potentiellement vous m'avez mis une étiquette avec différentes caractéristiques, comme moi je suis en train de faire actuellement avec chacun de vous. Donc concrètement, comment ça sert dans la vie de tous les jours? Vous connaissez sûrement Google DeepMind, donc ça c'est notamment Google qui a mis en place le système AlphaGo. Donc c'est un jeu de Go qui est surpuissant, qui a juste battu tous les mecs les plus puissants au jeu de Go. Facebook Deepface. Alors ça, vous connaissez sûrement, vous êtes sur Facebook, vous mettez une photo, on vous dit ah c'est sûrement vous avec votre pote et votre pote et votre pote. Donc en fait Facebook enregistre chacune de vos photos
et les classes, mais des étiquettes, et c'est que si la personne a tel visage, forcément c'est telle personne. Bon, des fois ils se trompent, mais ça marche plutôt bien. Autre exemple, donc ça c'est une compétition Kaggle dans laquelle en fait on met à disposition une grosse base de données, un challenge, et on dit à une équipe de programmeurs, là chez vous, on veut le meilleur programme qui soit. Là c'est un exemple qui est très concret. Il y a une compagnie d'assurance américaine qui a mis en place cette compétition pour savoir si sur la base d'images de conducteurs prises au volant, on peut savoir s'il y avait un comportement qui était dangereux ou pas. Et le meilleur algo était capable de dire dans 99% des cas si la personne était dangereuse ou non. Et il faut savoir qu'en France, on peut mettre ça en place. Donc bien sûr, si vous conduisez super bien, ça vous fera des réductions d'assurance. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est tant pis pour vous. Mais ça se met en place progressivement sur la base du volontariat et on réfléchit pour mettre ça en place plus concrètement à long terme. Autre exemple, appliqué au spatial cette fois, parce que quand même on est dans une conférence du PS in Space, on parle de spatial ce soir. Vous connaissez sûrement les exoplanètes, vous avez eu des conférences, je crois, il n'y a pas très longtemps à ce sujet-là. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une planète qui va orbiter autour d'une autre étoile que la nôtre bien sûr. Et les scientifiques peuvent la détecter grâce à une courbe de lumière, c'est-à-dire que quand la planète passe devant son étoile, ça fait une baisse de lumière et on peut la détecter. Donc il y a un télescope spatial qui s'appelle Kepler qui scanne un champ large d'étoiles et qui va obtenir une multitude de courbes de lumière. Beaucoup, énormément. Le scientifique tout seul ne peut pas se débrouiller avec toutes ces images. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné des réseaux de neurones avec une multitude de courbes en lui disant qu'une vraie courbe correspondant à une exoplanète, c'est une courbe, on a telle caractéristique, telle variation, etc. Et donc grâce à ça, ils ont pu découvrir en décembre 2017 Kepler 90i. Donc ce que je veux préciser ici, c'est que l'IA pour faire de la classification, c'est extrêmement puissant, mais ce n'est pas la réponse à tout. C'est-à-dire que les scientifiques n'ont pas mis toutes leurs données dans une machine, et un jour c'est sorti, hop, Kepler 90i, c'est la bonne. En fait non, c'est plus, ça a sorti différentes solutions, avec des caractéristiques qu'on verra après, on s'est dit, hop, peut-être que c'en est une, et ça a aidé le chercheur dans son travail. Donc c'est vraiment un support, une aide pour la recherche. Autre exemple de ce qu'on peut faire avec de l'IA, si je vous dis 6 x 7, normalement vous dites tous en cœur. Merci. Donc c'est plutôt facile. Par contre, si je vous donne cette multiplication-là, bah, c'est plus compliqué. S'il y en a un qui me la sort, par contre, je suis écœurée. Je vous la donne parce qu'il y en a que ça va travailler jusqu'à la fin de la conférence si je ne la donne pas. Il y a des choses que vous avez appris par cœur, ce qu'on appelle des automatismes, et des choses que vous avez appris avec la logique. On vous a appris par cœur la table de multiplication depuis que vous êtes petit, c'est bon, maintenant c'est limite militaire en fait, ça sort tout seul. Mais après, vous avez appris les mécanismes pour faire ça. Vous savez, vous avez pris tellement de coins de table durant votre jeunesse que vous savez que c'est pas bon de foncer dans une table, ni dans un mur. Vous savez que l'eau ça mouille, il y a différentes choses comme ça, vous le savez très très bien, parce que vous l'avez appris. Ce qu'on appelle de la régression, c'est le fait d'associer une variable à une autre variable. Et ça, on s'en sert énormément, notamment dans la prévision des cours boursiers, la prévision du trafic aérien, ou encore la reconnaissance vocale sur votre téléphone. Dans le spatial, on va arriver sur le cas que je connais très bien, le cas de ma thèse, on s'en sert pour faire des prédictions. Donc c'est le moment où on se met un peu dans la tête d'un data scientist, tout ce que vous avez vu avant, toutes les briques que je viens de vous donner, on va les mettre en application. Mais d'abord, on va voir un petit peu dans quel contexte on est. Donc le contexte de ma thèse, mon problème de base, c'est notre Soleil, qui envoie en permanence dans l'espace plein de particules, sous la forme d'un vent solaire. Et ce vent solaire peut être plus ou moins agité en fonction d'événements solaires extrêmes. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image. On peut avoir des lignes de champ qui vont s'étendre, finir par se rompre, et libérer une quantité importante de particules, ce qui va alimenter ce vent solaire, le rendre plus rapide. Il va passer d'environ 400 à plus de 1000 km par seconde. Il va être plus magnétique, plus dense. Ça, typiquement, c'est ce qu'on voit aux informations. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé l'autre fois, même Jean-Pierre Pernaut l'a montré au JT de TF1, donc grande fierté pour moi. J'en ai même parlé dans Burger Quiz, donc c'est bien. Et donc potentiellement, ce vent solaire qui est extrêmement dangereux peut arriver sur notre planète Terre. Et sur Terre, nous, on est protégé par ce champ magnétique. Donc sans champ magnétique, on ne pourrait même pas exister. Mais il y a quand même une petite interaction entre le champ magnétique terrestre et le champ magnétique du vent solaire. Du coup, des particules sont capables d'entrer dans l'environnement magnétique terrestre. Donc des particules vont entrer côté jour, c'est le côté qui est face au Soleil. Mais des particules vont aussi entrer côté nuit, donc c'est le côté qui est opposé au Soleil. Là, on va avoir un magnifique phénomène de reconnaissance magnétique qui va faire en sorte que les particules vont être réaccélérées vers l'environnement terrestre proche. C'est ce qui va créer ce que vous connaissez sûrement, les aurores boréales. Ça, c'est plutôt cool. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, c'est comme ça que ça naît. Mais ça a aussi un effet beaucoup moins cool. Tous les impacts sur nos technologies à nous.
Quand on a un gros événement solaire, on a déjà observé des perturbations sur nos satellites, donc on a même fini par perdre des satellites. On a des systèmes de perte de courant. Donc quand il y a un gros événement solaire, on observe des blackouts, notamment au Canada. Ils ont déjà perdu le courant pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Autre effet pas très sympathique, c'est ici, au niveau de les radiations sur avion. Pardon. C'est déjà arrivé en fait que ça coupe la connexion entre l'avion et la station sol. Ou alors ça peut perturber le signal dans lequel passent les transmissions satellites. Donc ça fait que par exemple le positionnement n'est pas bon du tout. On est en Russie au lieu d'être en France. Donc c'est pas forcément idéal. Autre effet qui n'est pas marqué mais qui est très important pour les astronautes. Eux, ils n'ont pas du tout d'atmosphère pour les protéger. Donc s'il y a un gros événement solaire, ils sont directement exposés aux radiations. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir anticiper un événement solaire extrême pour leur dire c'est pas le moment de faire une sortie véhiculaire, extravéhiculaire. Donc c'est pour ça que les scientifiques ont mis en place la météo de l'espace. La météo de l'espace, par définition, c'est prédire l'état et les changements de la magnétosphère. La magnétosphère, en fait, c'est le résultat de l'interaction entre le champ magnétique du vent solaire et le champ magnétique terrestre. Donc c'est ce qu'on voit ici en bleu. Hop, je vais y arriver. Donc il y a une partie qui est très physique. Donc il y a notamment un ami à moi qui s'appelle Rémi qui a fait sa thèse sur la compréhension des phénomènes physiques qui ont lieu durant cette interaction. Et ma thèse, pour le coup, c'était sur la prédiction de ces événements-là, réussir à les anticiper. Et donc pour ça, on se base d'une part sur les paramètres du vent solaire qui sont enregistrés par des satellites et sur des indices géomagnétiques. Alors, ça vous parle peut-être pas. Pour vous expliquer, quand on veut mesurer la température qu'il fait, on a des thermomètres. Et bien pour savoir comment la magnétosphère est perturbée, on a des magnétomètres qui vont enregistrer les perturbations de champ magnétique. Donc on va placer des magnétomètres au niveau des moyennes latitudes, autour de 55 degrés, et on verra comment ça se passe globalement dans la magnétosphère. C'est pour ça qu'on parle de météo, parce qu'on va utiliser des données satellitaires pour prédire ce qui va se passer dans quelques heures. On aurait bien quelques jours, mais on ne va pas se mentir, pour l'instant on est à quelques heures. Concrètement, vous voulez faire de l'IA, vous voulez répondre à ce problème-là. Vous allez avoir d'une part les paramètres du vent solaire, ça typiquement c'est ce qu'on observe durant un événement solaire extrême. On a des variations importantes de la vitesse, de la densité, du champ magnétique. Ça c'est un événement extrême qui a été notamment étudié par mon ami Rémi, un événement de 2004. Et donc voici ce qui se passe au niveau du sol. On voit qu'on a une réponse de la magnétosphère, elle va s'énerver, elle va aussi répondre de son côté. Quand elle reçoit des pics de vitesse, de densité de champ magnétique, hop, elle va répondre et faire des pics d'activité au niveau du champ magnétique. Donc plus le champ magnétique est élevé, ici, donc plus l'indice magnétique est élevé, plus c'est perturbé. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire de l'IA? Vous vous dites que c'est sûrement un sujet qui est très physique en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait des réseaux neuronaux là-dedans? Puisqu'on parle quand même de soleil, de champ magnétique terrestre. Ça devrait être purement physicien. Je vais vous montrer un petit peu ce que font les physiciens. Vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas utiliser ça pour faire quelque chose d'opérationnel qui soit utilisable par un opérateur dans un centre spatial. Ça a commencé en 70. Il y a un scientifique qui s'appelle Marc Ferron qui a dit la magnétosphère se comporte comme un condensateur qui va se charger et se décharger en fonction de l'énergie qu'il va accumuler. Bon. 2 scientifiques plus tard ont dit en fait elle va être complètement contrôlée par ce qui arrive en amont. Donc c'est le vent solaire qui va complètement contrôler son comportement. C'est une fonction qui existe, qui est largement utilisée, mais qui n'est pas du tout opérationnelle. On ne peut pas s'en servir concrètement pour estimer dans quel état va être la magnétosphère dans 1 heure, 2 heures ou plus. Un peu plus tard, en 85, il y en a un qui a dit attendez, il y a une réponse qui est très rapide, qui est contrôlée par l'activité solaire, mais il y a aussi des mécanismes internes liés au comportement de la magnétosphère elle-même. Donc ça a encore plus compliqué les choses. D'un point de vue physique, c'était vraiment compliqué à analyser. Et donc c'est pour ça en fait en 1994, on a commencé à utiliser les réseaux de neurones, à se dire si je veux faire une connexion qui soit efficace pour comprendre très simplement comment le vent solaire va impacter ma magnétosphère, je fais appel au réseau de neurones. Donc c'est la première fois qu'on a utilisé ça, et même quelques années après, actuellement, ça reste les meilleurs modèles pour faire des prévisions des effets du vent solaire sur le champ magnétique. Donc vous vous dites, ok, j'ai mes paramètres du vent solaire d'un côté, mes indices magnétiques de l'autre. En général, on va utiliser un cycle solaire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, notre soleil a une activité qui varie autour de 11 ans, avec des pics d'activité au milieu du cycle. Donc on va considérer un cycle entre 1995 et 2012. On est défini à 3 heures, parce que l'indice AM est fourni toutes les 3 heures, donc on se base sur ça. Ça nous fait environ 52 792 données. Bon. La première étape, c'est de faire le ménage. Parce que j'ai dit que le plus important quand on est data scientist, c'est la donnée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le ménage. On a quelque chose ici qu'on n'aime pas du tout, nous les data scientists, c'est les 9999. Ça veut dire qu'on n'a pas de données en fait.
et concrètement, on ne peut absolument pas s'en servir. Et malheureusement, ça se passe bien sûr quand il y a un gros pic d'activité, donc quand on aimerait bien pouvoir prédire. Ça veut dire que dans notre base de données, on va nettoyer tout ça, il y a environ 20% qui dégagent. Et au final, si on regarde ce qui reste, on a beaucoup d'indices magnétiques quand il ne se passe pas grand-chose. Donc comme j'ai dit, plus la valeur est faible, plus c'est calme, plus c'est élevé, plus il se passe quelque chose. Donc il y a beaucoup de données quand il ne se passe pas grand-chose, et très peu quand c'est très agité et qu'on aimerait pouvoir prédire ça. Donc ça coince. Donc il faut réfléchir à comment augmenter la base de données. Donc un exemple que j'aime beaucoup, j'ai pas menti, j'ai bien un chat. Donc ça c'est mon Jean-Mi. Donc si j'ai une base de données qui est à base d'images, c'est excessivement facile d'augmenter ma base de données. D'accord ? Il suffit de la tourner, de la pivoter ou de la flouter. Dans tous les cas, mon chat reste un chat. Il n'a pas changé. C'est pas devenu un furet ou un chien. Par contre, les données, vous m'excuserez pour les effets, j'ai pas After Effects, donc j'ai utilisé les effets PowerPoint, mais on ne peut pas tourner le temps, on ne peut pas l'agrandir, on ne peut pas le flouter. Donc on fait ce qu'on appelle de l'interpolation très souvent. C'est-à-dire qu'on a des données qui sont définies à 3 heures, on fait passer une courbe et on définit des nouvelles données à 1 heure. Et ça, donc ça c'est le côté mathématicien qui parle. Le physicien qui va dire non mais qu'est-ce que tu fais? Potentiellement tu crées des fausses données, des faux événements. C'est hyper dangereux ce que tu fais. Donc en fait un data scientist c'est un peu quelqu'un qui a 3 personnes dans sa tête. Un mathématicien qui dit je suis capable de faire ça. Un programmeur qui dit ouais moi aussi je peux faire ça. Et un physicien qui va dire non mais vous êtes complètement fou, ça c'est peut-être hyper efficace mais pour moi c'est hyper dangereux. Donc souvent quand je présente mon travail, j'ai une horde de physiciens qui va me dire mais non, non, pas du tout. Faire attention. Donc bienvenue dans le monde des data scientists où on se prend beaucoup la tête pour des petits points de données. Et donc concrètement, une fois qu'on a une belle base de données qui est optimisée, il faut partir non pas à la recherche de nouvelles stars, mais à la recherche du meilleur réseau de neurones. Alors là, je fais le meilleur réseau de neurones parce que dans mon cas, je sais que c'est potentiellement ce qu'il y a de mieux. Mais comme j'ai précisé, parce qu'il y en a qui vont me dire qu'il n'y a pas que les réseaux de neurones, effectivement, il n'y a pas que les réseaux de neurones dans la vie. On peut faire d'autres modèles qui seront peut-être bien mieux pour votre problématique. Donc en fonction de ce que vous faites, vous aurez différents algorithmes. Moi, en l'occurrence, c'est les réseaux de neurones. Alors, j'entre pas dans les détails de ces réseaux de neurones-là parce que mon but, c'est de ne pas vous perdre. Mais l'idée, c'est de se dire, si par exemple, je veux commencer une étude très simple, je peux commencer en MATLAB, c'est hyper intuitif, il y a une belle toolbox. Bon, il vous faut quelques milliers d'euros pour le faire parce que ça coûte cher. Mais en gros, on peut commencer en se disant, bon, je vais prendre le perceptron multicouche parce que tout le monde le connaît, c'est ce que tout le monde l'utilise. Bon, on commence par ça. Après, je vais prendre un réseau dynamique parce qu'il semble adapté à ma problématique qui fait que ma magnétosphère elle est extrêmement dynamique. Elle a une réponse qui est dynamique par rapport au comportement du vent solaire. Et un troisième réseau qui est temporel, parce que bien sûr, on parle de données temporelles. Donc les événements sont liés dans le temps. Donc ça, c'est ce que le programmeur peut faire. Et là, on prend les lunettes de physicien. Je ne les ai pas trouvées, celles-là. Et là, il va dire, tes algos, ils sont peut-être super, mais concrètement, tu me mets des contraintes que je ne veux pas. Tu me dis qu'il faut potentiellement optimiser une fenêtre temporelle en entrée. On ne rentre pas dans les détails, mais c'est une des contraintes qui apparaît. Ou encore, tu me dis que si je veux faire ces réseaux de neurones-là, ça veut dire que j'utilise la sortie, donc la prédiction de mon indice, en entrée. Et ça, c'est pas bon, parce qu'en fait, un indice magnétique n'est pas définitif avant un certain temps, le vrai indice. Il faut vérifier que chaque station qui fournissait l'indice était opérationnelle, qu'il n'y a pas eu de souci. Il faut savoir qu'un magnétomètre, s'il y a un skieur qui passe à côté, ça le perturbe. Donc bon, pour mon indice AM, je m'en fiche un peu parce que j'ai pas forcément de station de ski pas loin, mais si je veux regarder ce qui se passe au niveau des pôles pour prédire des aurores boréales, je peux être embêtée. Donc potentiellement, c'est une contrainte, et le physicien dit qu'il faut s'en affranchir. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment les programmeurs et les physiciens dans ma tête se prennent ma tête, une fois qu'on a optimisé ces modèles-là, il faut les comparer. Et là, en fait, c'est assez important pour vous de savoir ça. Quand je disais, quand on fait des réseaux de neurones, par exemple, quand les gens qui ont travaillé sur les exoplanètes ont trouvé Kepler 90i, ils n'ont pas eu une réponse qui est sortie d'un coup sur l'écran qui s'est affichée. Ils ont eu des données qui leur ont dit qu'il y a tant de chances que ce soit une exoplanète et tant de chances que ça n'en soit pas une. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on va classer. Donc on a ici les vraies valeurs, ce qu'on sait, et ce qu'on a prédit. Et on peut extraire différents paramètres. Donc la probabilité de détection, c'est le nombre d'événements qui ont eu lieu et qu'on a pu prédire grâce au réseau de neurones. Et le taux de faux alarme, ici, c'est le nombre d'événements qu'on a prédits et qui en fait n'ont pas du tout eu lieu. Donc quand en fait on fait une prédiction, on ne va pas dire qu'on est sûr à 100% que c'est ça, on dit juste que l'algorithme, potentiellement, il a ces différents paramètres. Alors pareil, je n'entre pas dans les détails, juste pour vous montrer que en fonction du niveau d'activité, donc de la valeur des indices AM, donc on va s'intéresser principalement à ce qui se passe au niveau d'activité élevé. En fonction du réseau de neurones, donc j'ai mis un code couleur pour simplifier un petit peu,
Le vert, c'est le réseau le plus simple que tout le monde connaît, le rouge, c'est le temporel, et le bleu, c'est le dynamique. Pour vous montrer qu'en fonction du réseau de neurones, on n'a pas les mêmes performances qui vont apparaître. Et c'est là en fait qu'effectivement les 3 personnes dans ma tête vont se prendre la tête à fond pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Le physicien dit il faut minimiser le risque, le mathématicien va dire ouais mais quand même en termes de formule c'est un petit peu mieux de prendre un réseau temporel. Et le programmeur va dire mais les gars le plus performant c'est le NARCS. Ouais mais le NARCS c'est celui qui a le plus de contraintes. Il prend un disque magnétique, il y a plein de fenêtres temporelles optimisées. Donc un data scientist c'est quelqu'un qui se pose 1 milliard de questions mais qui doit faire très attention à ces données à la base. Donc on a fait le point, et je pense qu'il y en a qui sont peut-être venus ici pour entendre parler de robots, et j'ai pas envie de les décevoir. Donc petite partie pour finir. Quand est-ce que les robots vont contrôler notre monde? Vous vous rappelez d'elle au début? Elle a toujours l'air aussi effrayante, elle n'a pas changé. Je vous en veux pas d'avoir peur des robots, parce que ça c'est un article qui est apparu il y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours. On vous demande que se passerait-il si les robots se révoltaient. Et ça, on en voit partout des articles comme ça, c'est vulgarisé, on vous fait peur, on vous dit qu'on est capable de faire ça. Je peux vous rappeler cette phrase? Jean est sorti de l'appartement, il a pris ses clés. Le robot ne serait pas capable de distinguer ces deux choses-là. Donc on n'a pas de conscience actuellement, on n'a pas ce moment où le robot va se dire c'est bon, je m'affranchis de ce que l'humain m'a appris, je peux réfléchir par moi-même. On en est encore très loin. Par contre, les robots, ça peut être utile. On parle souvent d'aller sur Mars. Actuellement, quand Mars est au plus près, pour envoyer un message au robot Curiosity par exemple, ça va prendre 3 minutes. Et quand il est au plus loin, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes. Et on a des personnes comme Elon Musk qui sont absolument visionnaires qui disent on envoie des gens sur Mars. Et si le mec sur Mars nous fait un remake de cette scène-là, ben on fait comment? On lui dit attends, t'as 40 minutes devant toi, on a reçu ton message, on réfléchit, on t'envoie une réponse. C'est pas possible. Par contre, on peut faire comme dans la science-fiction, réfléchir à des solutions. Vous connaissez sûrement ce film, qui est un petit bijou, Interstellar, dans lequel TARS prend bien cher pour tous les astronautes qui font des bêtises tout le temps, qui disent qu'ils sont trop forts parce que TARS est là pour les sauver. TARS, il sait tout, TARS, il est au taquet pour eux. Notamment, il sauve une belle situation. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais m'arrêter là. Si vous ne l'avez pas vu, dépêchez-vous en rentrant pour le regarder. Mais on réfléchit à ces robots-là parce que mine de rien, imaginez, on vous envoie avec une équipe de 8 personnes vers Mars, environnement ultra hostile. Quand il y a un problème, c'est 40 minutes pour savoir ce qui se passe. On a vu ce qui se passe quand on met 8 personnes dans une pièce, genre des Marseillais au bout du monde, dans une île paradisiaque où tout se passe bien. Il se passe quoi si on met 8 personnes sur Mars où tout peut se passer très mal? Ça peut très mal finir. Donc on réfléchit en fait à des robots qui vont être capables de rappeler le sens de la mission en permanence et de contrôler un peu les humains que nous sommes avec nos instincts, puisque les robots ne sont pas censés avoir d'instinct. Concrètement, ce qui existe comme robot actuellement, c'est un robot qui s'appelle Simon. Vous le connaissez peut-être, il est parti dans l'ISS l'été dernier pour assister Alexander Gerst, donc l'astronaute allemand, dans ses tâches les plus simples. Donc par exemple faire un remix cube ou lui rappeler ses tâches du quotidien. Ça c'est du concret. C'est un robot qui existe, qui a été testé. Donc pour l'instant c'est pour des tâches qui sont très simples. Le plus compliqué c'est de réussir à le faire fonctionner en microgravité parce que comme vous le savez il n'y a pas d'apesanteur dans l'espace et ça peut perturber un petit peu nos systèmes. Mais on a eu de beaux résultats avec ce robot-là, et c'est assez prometteur. Mais c'est pour vous montrer que le robot actuellement est plus vu comme un ami que comme un ennemi. Donc en conclusion, pour finir, quand on a un énorme tas de données, quand on n'a pas assez de connaissances, et quand on doit faire une prévision d'un point de vue opérationnel et qu'on s'en sort pas avec la physique par exemple, on peut faire de la data science et de l'IA, mais en aucun cas, s'il vous plaît, sortez d'ici en vous disant que ce n'est pas une baguette magique. Si vous avez un problème, ne pensez pas IA en premier lieu. Et j'espère que ceux qui étaient un petit peu mécontents par rapport à l'IA trouvent ça plutôt cool maintenant. Je vous remercie. Je sais pas s'il y a une séance de questions après. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Faut se lâcher. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que quand le vent solaire frappait le champ magnétique, oui. il réagissait. En fait, c'est le champ magnétique du vent solaire qui va interagir avec le champ magnétique terrestre et ça va créer des réactions. En fait, il y a différents systèmes de courant dans ta magnétosphère qui vont répondre aux perturbations créées par le champ magnétique du vent solaire. On a des vrais physiciens là. Mais c'est pas le champ magnétique terrestre qui
va être plus intense pour que après le passe. En fait, c'est assez complexe. Tous les mécanismes qu'on a là-dedans sont extrêmement complexes à comprendre, puisqu'il y a tellement de systèmes de courant qui existent dans la magnétosphère, tous ne restent pas de la même façon en fonction de l'activité qui va arriver en amont. Donc c'est assez complexe de répondre très simplement à ta question. Des fois, on a des petits événements qui vont se produire, qui vont s'encaisser petit à petit et qui vont d'un coup créer une grosse réaction au niveau du champ magnétique. Et des fois, il ne se passe pas grand-chose pendant très longtemps. Donc c'est assez compliqué à analyser d'un point de vue physique. On a encore du mal, et c'est pour ça qu'on fait des réseaux de neurones. D'autres questions? Est-ce que le machine learning peut vous aider dans vos démarches? Alors, au quotidien, oui. Parce qu'en fait, l'apprentissage machine, c'est toutes les techniques qu'on met en place pour ça. Par exemple, dans ma thèse, j'ai fait des réseaux de neurones, mais à la fin, j'ai fait des processus gaussiens. Donc c'est une autre technique qui existe, que je ne présente pas là, parce que elle, pour le coup, à vulgariser, c'est un enfer. Mais c'est une technique qui existe, et ça sert dans mon quotidien, effectivement, j'en ai besoin pour ça. On peut s'en servir pour le traitement d'images, par exemple. C'est très utilisé. Il y a notamment une thèse qui va commencer bientôt sur la reconnaissance de données d'observation du soleil directement, pour optimiser des prédictions des perturbations de champ magnétique. Donc l'apprentissage machine peut être utile, il faut faire attention à comment on s'en sert. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Peut-être en des cas concrets, peut-être pour aider à comprendre. Alors dans le quotidien, donc dans ma thèse, ça a aidé parce qu'effectivement la physique ne suffisait pas. Et donc du coup, on a un aller-retour permanent entre les physiciens qui vont dire les découvertes qu'ils ont. Par exemple, il faut 6 heures de données du vent solaire pour mieux comprendre ce qui se passe. Et nous, on va dire, par contre, avec mon algo, quand j'en mets 10, c'est un petit peu mieux. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 heures? Donc du coup, le machine learning va aider les physiciens à mieux comprendre la réponse du champ magnétique terrestre à un événement solaire. Si on s'en sert au niveau d'un autre domaine, typiquement les réseaux sociaux, domaine complètement différent du mien, on s'en sert pour comprendre les connexions entre différentes personnes, pour anticiper leur comportement, et donc leur suggérer des pubs associées à leur comportement. Bon. Un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Au début, vous avez dit que chaque donnée vous associez des poids. Oui. Ma question, c'est sur les données que vous rajoutez par interpolation, que vous n'en avez pas assez, comment vous choisissez les poids que vous associez? Alors justement, en fait, déjà, tu vas créer ta base de données et c'est après que tu vas entraîner ton réseau de neurones. Et c'est là que le risque est important parce que potentiellement, tu mettras des poids élevés à des données qui ne sont pas forcément bonnes parce que toi, tu as créé une donnée qui est complètement artificielle. Donc c'est pour ça que les physiciens ils sautent au plafond quand on parle de ça parce qu'ils n'aiment pas du tout le fait de créer de la fausse donnée parce qu'on risque de créer des faux événements et de leur donner beaucoup d'importance. Donc quand on fait ce travail-là, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec d'autres équipes pour comparer le travail qui est fait, les données qu'on a, pour essayer d'être cohérent. On veut tous la même bêtise pour le coup. Si jamais on en fait une. On est cohérent avec nos erreurs. D'autres questions? Ouais. Je sais pas du tout si c'est en rapport avec les IA, mais est-ce que on peut appliquer l'IA dans l'informatique quantique? Alors, je vais dire un truc qui est complètement contradictoire avec ce que j'ai dit avant. Tu peux l'appliquer partout. Voilà. En fait, tu peux l'appliquer à tout et n'importe quoi. À partir du moment où tu as une base de données où tu sais que pour tel paramètre d'entrée, tu es censé avoir tel paramètre de sortie, tu peux l'appliquer. Mais des fois, c'est juste too much et tu risques de perdre le sens, le but de ce que tu faisais. Je dis ça parce que parfois, les gens se disent « je sais plus quoi faire, je fais des réseaux de neurones ». Mais du coup, peut-être que toi, tu voulais faire de la physique vraiment à la base et tu perds vraiment le sens. Donc, il faut faire attention à ça. Je pense qu'on peut s'en servir en informatique quantique et je pense même d'ailleurs que c'est déjà utilisé. Je n'irai pas plus loin parce que j'en connais pas trop là-dedans, mais si tu fais une recherche d'article là-dessus, tu vas sûrement en trouver. Oui. Politique et IA, ça donne quoi? Politique et IA, alors là, effectivement, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Et c'est flippant parce qu'en fait, quand tu dis politique, c'est quoi? C'est genre géopolitique? Ou Trump, des trucs comme ça. Sachant que ce sont des groupes, des lobbies qui défendent normalement finalement cette intelligence artificielle, on se retrouve avec la possibilité de faire des groupes de moutons. Alors, un exemple que j'aime beaucoup pour répondre à ta question, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est ils ont testé une IA qu'ils ont entraînée avec Internet. Et cette IA, au bout de très peu de temps, était devenue totalitaire et pro-Hitler. C'est pour te dire qu'effectivement, Internet influence beaucoup le résultat qu'on va avoir. Donc c'est certain que si on ne fait pas attention à comment on entraîne les réseaux de neurones, si tu parles des lobbies, c'est clair que si on ne fait pas attention à ce qui circule, on peut avoir tout et n'importe quoi. Et aussi, pour ajouter là-dessus,
est-ce que l'intelligence humaine finalement ne sera pas surclassée et obsolète? Alors, d'un point de vue de calcul, on est déjà largement surpassé. Ça, c'est certain. Par contre, il y a quelque chose qui est propre à nous, dont j'ai parlé, c'est la conscience. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas le mettre en place. Donc l'ordinateur sera peut-être excessivement puissant pour faire ce que tu lui demandes de faire. Par contre, pour faire plus, pour l'instant, il ne sait pas. C'est propre à nous la conscience, mais qu'est-ce que la conscience? Ah, mais non, mais je suis d'accord. Là, on est parti pour un grand débat. Non, mais tu as raison. Et ça ferait des débats qui sont hyper longs. Parce que si on doit la normer pour finalement se la préparer, au final, on peut se demander, ça veut dire qu'il y a une sorte de schéma de conscience, et que dès qu'on démonte ce schéma de conscience, on Non, toi, en fait, toi, tu préfères une IA qui te ressemble avec ta conscience. Vu que, par exemple, si t'es en voiture, toi, tu vas foncer dans les gens plutôt que de prendre le mur. Ou inverse. Et ta voisine va peut-être se dire « Ah, c'est bon quand même, moi je veux survivre », enfin bref. On a tous des réactions différentes. Et donc c'est excessivement complexe de mettre en place cette chose qui semble excessivement simple. Hein. Le mot conscience, c'est un seul mot, mais ça veut dire énormément de choses. Ça dépend de chacun de nous. Et donc programmer ça, dire on a fait une machine intelligente et consciente, non. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Il y a des gens qui y travaillent. Et effectivement, faire attention au lobby là-dessus pour ne pas partir sur des modèles complètement totalitaires et pro-Hitler. Comment ? À partir de quel moment que les machines sont pas conscientes? Parce qu'on peut déterminer le fait qu'elles ne soient pas conscientes par rapport à nous, notre notion de conscience. Mais du coup, est-ce qu'on est vraiment certain d'y avoir appliqué aucune conscience? Alors pour l'instant, tu sais que tu n'as pas de conscience parce que la machine, comme je disais, ne sait pas faire plus que ce que tu lui demandes. Par exemple, si je te donne le cas de ma thèse, l'activité solaire, elle est excessivement variable. Tu n'as jamais deux événements qui se ressemblent. Et donc quand on essaie d'anticiper un événement qui potentiellement n'a jamais eu lieu avant, eh ben, les réseaux de neurones, c'était peut-être pas assez au final. Donc c'est pour ça que je suis partie sur d'autres modèles, qu'on appelle des processus gaussiens, qui vont estimer une variation autour de la valeur prédite. Parce que je ne peux vraiment pas dire à 100% que c'est bon. Je peux estimer une classe dans laquelle je vais me situer. Donc actuellement, on a du mal à anticiper quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Je peux juste dire à mon ordinateur, voici ce qui s'est passé, voici comment tu vas apprendre. Et donc si tu veux faire plus, je vais estimer une erreur autour. Ça répond à ta question ? Après, on peut faire un débat philosophique, mais je pense qu'il y en a qui vont se dire je suis pas venue pour ça. Oui. Si, par exemple, notre IA est un peu comme un enfant, en fait, qui commencerait on lui apprendrait, on lui donnerait des données. Est-ce que c'est possible, par exemple, qu'on dise à notre enfant que le soleil est vert, et bien, est-ce que notre IA, finalement, elle va complètement se tromper et rester dans cette hypothèse que le soleil est vert? Alors, j'aime beaucoup cette remarque parce que j'ai eu la même il n'y a pas très longtemps. J'ai une amie qui m'a dit on fait de la recherche d'exoplanètes et on part du principe qu'elles sont forcément rondes. Donc on a un a priori sur ce qu'on veut entraîner, sur ce qu'on veut faire. Et c'est vrai, on a un a priori, mais c'est nos connaissances à nous. Donc potentiellement, si tu changes ton point de vue, il faut que tu réentraînes tout ton algorithme. Mais tu fais ce qu'on a vu au tout début, tu le biaises. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut faire très attention à ça. Ce qu'on met effectivement dans notre réseau de neurones, c'est ce qui va l'entraîner. Donc si on ne fait pas attention à comment on l'entraîne, on prend un risque assez élevé. C'est certain. Donc on peut directement la tuer dans l'œuf dès le départ. Ah oui, et c'est le gros risque que j'ai pris durant ma thèse au début, et c'est pour ça que je flippais un petit peu en me disant potentiellement je fais n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix confronter son travail à ceux des autres, pour se dire que bon, en tout cas, on est 40 là-bas à faire la même erreur. Moi on est bon, je suis pas toute seule. Donc il faut toujours avoir du recul sur ce qu'on fait, ça c'est certain. Et toujours, en fait, c'est pour ça que la data science, c'est pas uniquement se dire je fais des maths et de la physique, c'est je fais en plus le domaine auquel je l'applique. Et je fais attention à ce qui existe déjà. Je peux pas mettre de côté tout ça. Je pouvais pas arriver il y a 3 ans et dire j'oublie ce qui s'est passé pendant 40 ans avant et je fais mon travail. Il y a un travail de biblio à faire avant, de la physique. C'est pareil. En chimie, on parle souvent des biomarqueurs pour détecter s'il y a des cancers ou pas. Faut faire attention, on peut pas. Moi, c'est pas grave si je dis va se passer quelque chose et qu'il se passe rien. Bon, on s'en fiche. Au pire, on perd un astronaute ou un satellite. Par contre, on dit à quelqu'un vous avez un cancer alors qu'il l'a pas, ça c'est très grave. Donc, faut faire attention à ça effectivement. Mais après, ça veut dire que vous placez l'IA entre guillemets comme un logiciel métier à part entière. Il faut un banquier pour faire un logiciel, une IA de banque. Il faut un médecin. Mais en fait, c'est ça. Une IA de médecine. Et ainsi de suite. Dans le cas de la data science, vraiment, si on fait un métier de data scientist, il faudra être bon dans le domaine dans lequel on va appliquer ça. Avoir justement ce recul scientifique sur ce pourquoi on va faire de l'IA. Oui. Est-ce que, je crois qu'il y a une vidéo qui
fait parler de Siri avec Oui. un iPhone. Et à un moment donné, je crois que ça bug, je sais pas quoi, enfin, il parle dans un langage machin. Et là, tout le monde se met à flipper, à dire complot, etc. Donc, est-ce que c'est un bug ou est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus? Et d'ailleurs, est-ce qu'on utilise d'ailleurs deux IA qui apprennent entre elles? Bien sûr. En fait, il faut savoir que l'IA, il y en a aussi qui existent sans entraînement. Donc souvent, on appelle ça des IA de Kolmogorov, donc des réseaux de neurones qui vont s'entraîner tout seuls. On part sans base de données et petit à petit, au fur et à mesure de comment on va l'alimenter, les différents paramètres du réseau de neurones vont s'optimiser tout seuls. C'est très bancal quand même, il faut beaucoup de temps pour optimiser ça. Et effectivement, il y a un moment où l'IA va atteindre ses limites, ça c'est certain. Et le côté d'apprentissage mutuel, ça dépend en fait de la phase dans laquelle tu es. Si tu as décidé que tes réseaux de neurones étaient fixés, tu touches plus à tes paramètres, tu as fini l'entraînement, normalement ils ne bougent plus. Par contre, si effectivement tu es encore en phase d'entraînement et que tu ajoutes de nouvelles données, il va continuer à se réajuster. Donc il y en a qui restent dynamiques, qui continuent à s'entraîner tout le temps, souvent c'est des réseaux récurrents. Dans le cas de reconnaissance vocale, on est sur des modèles qui sont assez complexes, très poussés. Et donc effectivement, peut-être qu'ils peuvent continuer à s'entraîner, mais je pense que le bug est surtout lié au fait qu'on a atteint la limite de la base de données que connaît justement Siri. D'où le fait qu'on ne peut pas demander beaucoup plus à l'IA que ce qu'elle est capable de faire. Ou en tout cas que ce qu'on lui a appris à faire. Oui Excusez-moi, c'était quoi le nom que vous avez dit pour les IA qui apprennent d'elles-mêmes? Kolmogorov. Mais si tu veux, je t'écris. Merci. Et est-ce que vous avez parlé de perception multicouche tout à l'heure? Je suis pas sûr d'avoir En fait, perceptron multicouche, je vais articuler. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus en détail de ce que c'est exactement? Alors je peux te donner un article qui en parle très très bien et qui est bien vulgarisé. Et après, si tu veux, je pourrais te montrer 2-3 trucs sur comment on met ça en place. Ce que j'ai montré au tout début, quand on a le perceptron, c'est le neurone de base, celui qui reçoit les entrées, qui interprète et qui donne une sortie. Et quand tu fais un multicouche, c'est-à-dire que tu prends plusieurs perceptrons et que tu mets plusieurs couches. La définition ultra simple du perceptron multicouche. En fait, souvent en IA, on met des mots qui claquent un petit peu quand même. C'est pour ça que c'est impressionnant. Mais un perceptron, c'est juste un neurone tout simple. C'est le neurone de base. Voilà. Oui. Oui, bien sûr. Souvent, par exemple, il y a un étudiant qui m'a contacté il n'y a pas longtemps pour faire de l'astrophoto. Il voulait prendre une image, extraire des paramètres. Premier réseau de neurones. Après, un autre réseau de neurones pour entraîner à partir des paramètres qui sont sortis pour recréer une image améliorée. Donc en fait, tu peux faire des séries de réseaux de neurones, bien sûr, qui vont apprendre de ce que le réseau de neurones précédent a fait. Pas forcément, ça dépend de comment tu le travailles. En fait, tout sera optimisé à terme. C'est juste voir comment tu fais ta suite logique. Mais après, il faut faire attention à l'enchaînement de réseaux de neurones parce que ça dépend de ton but. Est-ce que tu veux faire une machine qui soit ultra performante mais tu sais absolument pas ce qui se passe dedans? Ou est-ce que tu veux quand même comprendre les connexions que tu as à l'intérieur? C'est pour ça que sur mes modèles, vu que c'est de la physique, je reste assez simple sur ce que j'utilise. Il n'y a pas des tonnes de couches cachées. Je veux avoir un contrôle sur comment ça se passe, les connexions dedans. Par contre, les gens qui font du traitement d'image, eux, ils ont des tonnes de couches cachées là-dedans pour découper l'image, la traiter, etc. Là, ça devient plus complexe. Mais si tu veux avoir un contrôle sur ton problème, tu ne fais pas des réseaux trop complexes. Donc faire un enchaînement, ça dépend de ton problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vos prédictions de tempêtes géomagnétiques intéressent les opérateurs de télécommunications? Bien sûr, c'est même eux qui ont, qui ont payé la thèse, non. Non, ma thèse a été cofinancée par le CNES et l'ONERA, donc deux labos qui sont pas loin. Et bien sûr que ça intéresse parce qu'en fait, ils veulent savoir effectivement comment potentiellement ça peut impacter leur système pour potentiellement les couper. Et à quelle horizon de prédiction vous êtes? Alors actuellement, on est sur du 6 heures qui est plutôt bon. Il y a des modèles qui commencent à émerger plus loin, mais pour être vraiment bon, c'est maximum 6 heures. Et je suis d'accord, c'est pas assez. C'est pour ça qu'on part sur l'observation du soleil, parce que quand on observe directement le soleil, on est à plusieurs jours. On est directement sur un cycle complet qui est de 27 jours à peu près. On pourra parler plus du soleil la prochaine conférence. Comment tu captes ta conférence? C'est 6 heures, mais les Russes, les Chinois, les Américains, 6 heures aussi ou ils vont... Alors, il y a le site américain de prévision qui s'appelle la NOAA, donc c'est le site pour toutes les prévisions américaines, que ce soit la température qu'il fait, etc. Il y en a qui font à 24 heures, mais il faut voir la marge d'erreur qu'il y a autour. En fait, c'est ça. Quand je dis 6 heures, c'est que ça reste plutôt correct. 24 heures, on va vous dire que le AM il vaut 150 avec une marge de 100 autour, quoi. Donc en fait, il peut se passer tout et n'importe quoi, potentiellement.
faut faire attention en fait à l'information qu'on vous fournit sur ces prédictions. Et c'est pour ça qu'il faut partir sur d'autres modèles potentiellement que les réseaux de neurones, qui seront mieux adaptés pour faire une prédiction qui sera probabiliste et pas avec un seul point de données. Il y a une question, oui? Tout à l'heure, vous avez dit que les réseaux de neurones, c'est l'approche qui donnait les meilleurs résultats. Et c'est quelque chose que vous avez montré théoriquement, ou c'est purement empirique? Déjà, comme je disais, quand je suis arrivée, il y avait tout un background, tout un tas de biblios qui existaient là-dessus. Et donc les réseaux de neurones avaient fait leurs preuves pour des prédictions. Moi, je partais sur un indice qui avait jamais encore prédit à ce moment-là. Donc pour l'instant, c'est un modèle qu'on connaissait qui était opérationnel, utilisé par différentes agences. Et donc c'est pour ça qu'après, je me suis dit, ben quand même, il y a peut-être mieux. Et donc on travaille sur d'autres modèles qui peuvent encore améliorer ça. Effectivement, les réseaux de neurones ont été les premiers qui ont été utilisés pour faire ça. On est souvent influencé par ce qui s'est passé avant, c'est certain. On est biaisé, comme partout. C'est un plaisir. Oui? On a quoi comme boîte sur Toulouse qui bosse à l'intelligence artificielle? T'en as énormément. En fait, t'en avais pas beaucoup il n'y a pas très longtemps, et maintenant c'est l'explosion. Il y a un budget qui a été alloué, c'est ça? Comment? Il y a pas un budget qui a été alloué pour faire de l'intelligence? Il y a un projet qui s'appelle Anity, exactement, qui est mis en place parce qu'on veut que Toulouse soit la ville de l'IA, qu'elle soit valorisée. Donc tu as beaucoup de petites startups qui ont comme mission en fait, de mettre en place différentes startups pour ça. Mais tu as des grosses boîtes qui en font, bien sûr, ils s'y mettent, parce que ça reste ce qu'il y a de mieux pour faire du traitement d'image ou des choses comme ça. Et tu as plein de petites boîtes qui existent, mais effectivement, si tu regardes des offres d'emploi, il y a très peu de boîtes qui ne proposeront pas des postes de data scientist, parce qu'ils sont obligés de s'y mettre, tout simplement. Oui. En termes de parcours d'études, vous avez fait quoi? Alors, moi j'ai fait une licence de physique fondamentale ici. J'ai fait un master d'astrophysique plutôt orienté vers l'ingénierie ici. J'ai fait 1 an dans l'ingénierie, pardon, j'arrive même pas à dire tellement ça me... dans l'ingénierie. Et du coup, non je rigole, maintenant j'y suis. J'ai fait une thèse donc, qui était cofinancée CNES-Onera. Et maintenant je suis repartie dans l'ingénierie, mais côté data science. Voilà. Donc en fait, souvent quand on veut faire ce poste-là, il faut faire un doctorat. Parce que justement, comme je disais, il faut les 3 bagages. Il ne faut pas juste dire je suis un bon programmeur qui a des compétences en maths. Il faut dire je suis un bon programmeur qui sait faire des maths et qui en plus a su appliquer ça à une problématique. Après, on ne veut pas forcément que vous soyez hyper bon dans un domaine. C'est juste se dire ok, j'ai su prendre du recul par rapport à un ensemble de résultats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait le tour. Ouais. Le soleil vert. Alors, s'il doit chanter? Vous avez dit... Parce qu'en fait, il y a oui, il y a un truc dedans, mais la question, c'était quoi exactement? Par exemple, si jamais il doit changer sa phase orbitale, par exemple, est-ce que c'est possible d'avoir un réseau de neurones qui prendrait une décision? Alors, sur Voyager, je ne sais pas s'ils ont mis ça en place, parce que c'est tellement vieux comme mission. Je pense qu'ils ont surtout des super bons mécaniciens spatiaux qui sont ultra performants pour pouvoir anticiper les orbites, qui souvent sont basés sur ce qu'on appelle les autoroutes de l'espace, donc pouvoir anticiper des trajectoires en fonction des différents corps qu'on va rencontrer. Les réseaux de neurones, je ne sais pas s'ils sont trop adaptés pour ces missions-là. Par contre, c'est certain. Oui. Bien sûr. De justement pouvoir se poser moins de questions, en tout cas moins faire flipper les gens qui vont travailler dessus. On prend l'exemple de Rosetta, à la base elle devait partir sur Virtanen, elle a dû changer de comète parce qu'il y a eu un petit souci. Les messieurs ils étaient très très bien, donc grâce à l'IA, est-ce qu'ils auraient pu être aidés dans leurs décisions au final. Bon, ils en sont très bien sortis, c'est une magnifique réussite, mais bon je pense que sur le coup ils n'étaient pas forcément au top les messieurs. On a fait le... Oh pardon, oui. J'ai une autre question qui est peut-être pas forcément sur le même sujet, mais vous avez parlé de cloud tout à l'heure et ça m'a toujours perturbé. Enfin, j'ai jamais eu de réponse concrète sur ce que c'était. Enfin, dans ma tête pour l'instant, c'est juste des données qui sont stockées sur un serveur quelque part. C'est ça. D'accord. C'est juste qu'en fait tout est tout est virtualisé en fait de nos jours. Et par exemple, si tu regardes une offre de data scientist, on te demande d'avoir des compétences pour savoir extraire ces données-là, savoir les traiter, les optimiser. Ce que je disais, c'est pour faire mon traitement de données, je mettais 6 heures pour une sélection à 1 heure. C'était pas bon. Et j'avais pas des tonnes de données. Donc c'est pour ça que quand on travaille avec un cloud, donc un ensemble de données virtuelles sur un serveur, il faut faire attention à ça. Mais effectivement, c'est un système virtuel de stockage de données.
Alors, il y a peut-être une raison. Après, je m'y connais pas assez, donc j'ai évité de répondre une bêtise à ce que tu dis. Pour moi, c'était juste un joli mot. Ils aiment bien mettre des jolis mots comme ça, parce que c'est le cloud, ça fait rêver. Mais c'est juste un système de stockage virtuel. Oui ? Il y en a beaucoup. Typiquement, il y a des modèles de météo qui commencent un petit peu à s'y mettre, de météo classique. Hein. Je disais, le cours boursier, effectivement, c'est basé sur de l'IA derrière. Donc pas forcément des réseaux de neurones, mais des modèles qui vont anticiper ça. Le trafic aérien aussi. Donc en fait, ce que j'ai montré, c'est vraiment basé sur de l'IA. Tous les systèmes de prévision que tu peux avoir s'y mettent petit à petit, effectivement. Alors il y a une mission qui va partir dans pas très longtemps, qui s'appelle SVOM, qui va analyser les sursauts gamma. Et ils se mettent justement à utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter un événement gamma, un événement qui va apparaître, pour pouvoir rapidement positionner le satellite, enfin la sonde en l'occurrence, pour pouvoir l'observer. Donc on se sert de l'IA justement pour anticiper un événement, pour pouvoir l'observer. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais typiquement c'est ce genre de cas dans lequel on va s'en servir. Oui ? Est-ce que, par hasard, pour comprendre un peu ce qu'est la conscience, est-ce que vous bossez avec des gens qui bossent dans les sciences dites humaines? Alors moi non, pas du tout. Non, ça je vais pas dire non. Je bosse pas avec eux. Par contre, je pense que les labos qui développent ça, clairement, c'est ce qu'ils font. Les gens qui ont mis en place l'application que j'ai montrée pour l'histoire des voitures, c'est pas que des ingénieurs. Ils ont travaillé justement avec des équipes, des sociologues. Ça, c'est certain. Oui, non, il faut des gens comme ça dans l'équipe. Hein. C'est sûr. Est-ce qu'on a fait le tour de tout le monde? Ça marche. Bah, merci à vous tous pour vos questions. Et je garde les dessins de chaussures pour moi. Et il faut rendre les stylos, sinon il s'occupe de vous, le monsieur là.